Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu comment les experts gèrent leur argent. On s'appuie pour ça sur des éléments tirés de la maîtrise financière des experts. L'idée, c'est vraiment de décortiquer leur stratégie, de voir comment ils utilisent cette ressource, qui est limitée pour tout le monde, mais avec une précision assez remarquable pour atteindre leurs objectifs. Et on va voir que ce n'est pas juste une histoire de chiffres, loin de là. C'est beaucoup une question d'intention, de méthode. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, la grosse différence, c'est qu'au lieu d'une gestion un peu au fil de l'eau, en réaction, les experts voient l'argent de façon stratégique. Ils combinent des principes de finance, bien sûr, mais aussi de psychologie, de gestion des risques. Le point central, c'est vraiment que l'argent est un outil. Un outil pour construire de la valeur, mais sur la durée, pas juste pour la dépense immédiate. Alors, justement, pour comprendre cette approche, par où est-ce qu'on pourrait commencer? Le document mentionne beaucoup cette idée de privilégier la valeur à long terme, C'est ça, l'allocation des ressources. précisément. C'est, on peut dire, le premier grand pilier. L'allocation stratégique. Concrètement, ça veut dire diriger l'argent là où ça compte vraiment pour eux, pour leurs grands objectifs, la formation, la santé, financer des projets, une entreprise. Prenez Warren Buffett, par exemple, avec sa philosophie du value investing. Lui, il cherche la valeur intrinsèque, la vraie valeur d'un actif, pas juste son prix sur le marché un instant T. C'est un pari sur le long terme, sur l'analyse. D'ailleurs, il y a des recherches intéressantes là-dessus. Une étude publiée dans le Journal of Consumer Research a montré que dépenser son argent pour des expériences ou pour sa propre croissance personnelle ou professionnelle, eh bien, ça apporte une satisfaction beaucoup plus durable que d'acheter des biens matériels. Et il existe des cadres simples pour aider, comme la règle du 50-30-20 par exemple. Ça aide à s'assurer qu'une part significative des revenus va bien vers la construction d'actifs ou la réduction des dettes, plutôt que dans des dépenses, disons, plus futiles. D'accord, ça c'est pour la base, l'allocation. Mais une fois qu'on a alloué l'argent, il faut le faire travailler, le faire fructifier. Le texte insiste pas mal sur l'investissement et surtout sur l'importance de la diversification. Ah oui, ça c'est absolument fondamental. La diversification, c'est l'adage bien connu, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'idée, c'est de répartir ses placements entre différentes classes d'actifs. Actions, obligations, immobilier, peut-être d'autres choses encore, pour chercher le meilleur équilibre possible entre le rendement qu'on espère et le niveau de risque qu'on est prêt à accepter. C'est vraiment le cœur de la théorie moderne du portefeuille de Markowitz. Pour beaucoup de gens, d'ailleurs, une approche qui est très efficace et assez simple, c'est d'utiliser des fonds indiciels. Ceux qui ont de faibles coûts de gestion. C'est ce que recommandait John Bogle, le fondateur de Vanguard. C'est une manière éprouvée d'investir très largement sur les marchés. Et puis, il y a un investissement qu'il ne faut jamais oublier. Peut-être le plus rentable de tous, c'est investir en soi-même. Investir en soi-même, c'est-à-dire... Se former, acquérir de nouvelles compétences, développer son réseau professionnel. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le capital humain. Et ce capital, il peut vraiment faire une différence énorme sur les revenus tout au long d'une carrière. Certaines études, comme une de la Harvard Business Review, estiment que ça peut augmenter les revenus de 15 voire 20%. C'est considérable. D'accord, donc on alloue, on investit, on se forme. Mais faire grandir un patrimoine, c'est bien, mais il faut aussi le protéger. C'est un autre aspect qui ressort des sources. La gestion des risques. Comment ils s'y prennent ? Oui, et ils prennent ça très au sérieux. La toute première étape, elle est vraiment non négociable pour eux, c'est le fameux fonds d'urgence. Avoir de côté, disponible facilement, l'équivalent de, disons, 6 à 12 mois de dépenses essentielles. Ça permet de faire face à un coup dur, perte d'emploi, problème de santé, sans être obligé de vendre ses investissements en catastrophe, souvent au pire moment. Le matelas de sécurité en quelque sorte. Exactement. Et ensuite, bien sûr, il y a les assurances. Assurance vie, assurance santé, responsabilité civile. C'est le filet de sécurité indispensable. Ils font aussi très attention à ne pas tomber dans le piège du surendettement. Trop de dettes, surtout les mauvaises dettes à taux élevés, ça fragilise énormément. Et gérer le risque, c'est aussi savoir naviguer dans la volatilité des marchés. Certains utilisent des stratégies de portefeuille conçues pour bien se comporter dans différents environnements économiques, un peu comme l'approche all-weather de Ray Dalio. En gros, une gestion active et réfléchie des risques, ça mène à une bien meilleure stabilité financière sur le long terme. Ça a l'air quand même assez complexe tout ça. Ça demande une attention constante, non ? Comment ils font concrètement pour gérer toute cette complexité au quotidien ?
Alors, justement, ils ne font pas tout seuls. C'est là qu'intervient un autre principe important, la délégation intelligente. Ils sont conscients de leurs propres limites, de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils savent moins bien faire. Du coup, ils n'hésitent pas à s'entourer. De conseillers financiers, de comptables, de fiscalistes, des experts dans leur domaine. C'est un peu ce que décrit la théorie de l'agence en économie. On mandate des experts pour agir au mieux de nos intérêts. On voit ça chez beaucoup de personnalités qui réussissent, comme Oprah Winfrey, par exemple, qui s'appuie sur une équipe solide. Et la technologie, ça aide aussi, j'imagine. Ah oui, énormément aujourd'hui. Il y a plein d'outils, des applications de suivi budgétaire très performantes, des plateformes d'investissement, des robots advisors même. Ça facilite beaucoup le suivi. Mais le point clé, au-delà des outils et des conseillers, c'est qu'ils ne définissent pas une stratégie une fois pour toutes pour ensuite l'oublier dans un tiroir. Non, ils la revoient régulièrement, ils l'ajustent, c'est un processus continu. Pensez à Mark Cuban, qui est connu pour gérer son portefeuille de manière très active. Ce suivi constant, cette adaptation, c'est vraiment ça qui fait une grosse différence à la fin. Il y a un dernier point qui m'a frappé en lisant ces documents. C'est cette notion de discipline, cette capacité à voir loin et peut-être à savoir différer la gratification immédiate. Oui, et c'est sans doute l'un des aspects psychologiques les plus déterminants. Ça renvoie un peu à la fameuse expérience du marshmallow de Stanford, tu vois. Cette capacité à résister à une petite récompense immédiate pour en obtenir une plus grande plus tard. Concrètement, dans la gestion financière, ça se traduit par la résistance à ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. L'inflation du style de vie. C'est cette tendance très naturelle qu'on a tous. Quand nos revenus augmentent, nos dépenses augmentent aussi, parfois dans les mêmes proportions. On s'habitue vite à un niveau de vie supérieur. Les experts, eux, essayent consciemment de résister à ça. Quand leurs revenus augmentent, ils vont plutôt mettre une grande partie de cette augmentation de côté pour l'investir. Et c'est comme ça qu'ils creusent un écart de richesse vraiment significatif sur la durée. Une technique qui peut aider pour ça, c'est ce que le prix Nobel Richard Thaler appelle la comptabilité mentale. C'est l'idée de mettre des étiquettes mentales sur son argent. Par exemple, ça, c'est pour ma retraite. Ça, c'est pour les études des enfants. Ça, c'est pour le fonds d'urgence. En faisant ça, on est moins tenté de piocher dedans pour une dépense imprévue ou une envie passagère. L'exemple de Jeff Bezos avec Amazon est assez frappant à cet égard. Pendant des années, il a réinvesti systématiquement la quasi-totalité des profits dans l'entreprise, pour la croissance à long terme, plutôt que de distribuer des dividendes ou de s'enrichir personnellement à court terme. C'est cette vision-là. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, la gestion financière telle que pratiquée par les experts, c'est un mélange assez subtil d'intentionnalité très forte, de discipline au quotidien, d'une vision qui porte loin, d'investissements qui sont stratégiques, d'une protection sérieuse du patrimoine et, enfin, d'une capacité à s'adapter en permanence. C'est une excellente synthèse, oui. Et ce qui est important de souligner, c'est que ces principes, au fond, ne sont pas réservés à une élite ou aux plus fortunés. Pas du tout. Ils sont en réalité accessibles à toute personne qui a la volonté d'améliorer sa maîtrise financière. C'est l'économiste Thomas Sowell qui disait que la rareté est la toute première leçon de l'économie. Les experts, eux, ont profondément intégré cette leçon. Ils gèrent l'argent comme ce qu'il est, c'est-à-dire une ressource précieuse et surtout limitée. C'est très clair. Et peut-être pour conclure, une petite question pour prolonger la réflexion. Au-delà de l'aspect purement financier, de l'accumulation de richesses, comment est-ce que cette maîtrise, cette gestion vraiment intentionnelle de ces ressources, comment est-ce que ça pourrait transformer non seulement une situation personnelle, mais peut-être aussi, plus largement, la capacité à avoir un impact différent sur le monde qui nous entoure? Une question à méditer. Merci de nous avoir rejoints. Si cette discussion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager avec vos amis.